poursuivons nos travaux avec l'audition de Madame la chef de la mission du mécénat du ministère de la Culture, Madame Léa Morgan, et Madame Justine Boniface, qui est sous-directrice des affaires financières et générales. Je vous prie de nous excuser. Il n'y avait pas donc d'erreur dans les pochettes. Le Sénat a décidé donc de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur les mécanismes de financement des politiques publiques par des organismes, sociétés ou fondations de droit privé et les risques en matière d'influence, d'absence de transparence financière et d'entrave au fonctionnement de la démocratie. Le champ d'action des financeurs privés est large, les sphères associatives, éducatives et culturelles semblent avoir leur faveur. Le travail de notre commission d'enquête sera d'analyser les règles encadrant les interventions des organismes, et donc vous êtes vraiment auditionné dans ce cadre-là, sociétés ou fondations de droit privé, dans les politiques publiques citées, d'évaluer les risques en matière d'influence de cette non-transparence financière. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Avant de vous donner la parole, je dois donc vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Et je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Donc, Madame Justine Boniface. Je le jure. Madame Léa Morgan. Je le jure. Je vous remercie. Cette toute première audition ouvre une phase... pas du tout non plus. Donc nous sommes dans une phase d'élaboration d'un état des lieux dans le domaine de la culture, un secteur important pour comprendre les questions de mécénat. Nous sommes dans la première phase d'audition et c'est les premières auditions sur la culture. Cet état des lieux doit permettre d'analyser les mécanismes à l'œuvre, de comprendre l'ampleur des mouvements et d'imaginer des moyens de protection quand cela s'avérera nécessaire sans pour autant bloquer le système, puisque les participations privées sont évidemment aussi essentielles à maintenir nos politiques. Le maître mot de nos travaux sera donc la transparence. Mesdames, nous allons vous donner la parole pour une courte introduction et je vous demande de ne pas dépasser les 10 minutes avant que la rapporteure et les membres de la commission d'enquête vous posent des questions. Et avant cela, je laisse donc la parole à notre collègue rapporteure, Madame Colombe-Brossel, pour qu'elle vous présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, bonjour et merci de votre présence. Vous l'aurez compris, le point de départ de ce travail de commission d'enquête, c'est que la tension sur les financements publics, qu'ils soient d'ailleurs de l'État ou des collectivités territoriales, tension et ou forme de fragmentation d'ailleurs des financements publics, amène un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient associatifs ou institutionnels, à se tourner vers des opérateurs privés en matière de financement. Dans le champ de la culture et du patrimoine, c'est une tradition ancienne et sur laquelle nous sommes très intéressés pour avoir votre regard et votre expertise de là où vous êtes, et notamment de la mission mécénat. Ce qui nous intéresse, Madame la Présidente vient de le dire, c'est en effet de tirer le fil rouge de la transparence. Sont apparus dans le paysage des acteurs privés, notamment fondations, fonds de dotation, mais pas exclusivement, des acteurs qui portent une vision et la portent publiquement, qui est une vision avec une filigrane plus idéologique, voire politique, et qui n'est pas traditionnelle dans le champ du mécénat. Et donc, nous essayons de travailler sur la transparence des dits financements et leurs éventuelles influences sur les politiques publiques qui sont financées. De ce point de vue-là, le secteur culturel est un secteur qui nous paraît, de prime abord, assez emblématique des mutations qui peuvent exister dans le champ des fondations, fonds de dotation et autres acteurs privés qui financent ou participent au financement de politiques publiques. Et nous avons besoin de vous pour mieux comprendre le cadre juridique et fiscal du mécénat culturel, savoir quel est votre regard sur ces multiples régimes de fonds, de dotation et de fondations.
de comprendre, grâce à vous, les obligations de transparence auxquelles sont soumis les différents acteurs du mécénat culturel. Constatez-vous d'ailleurs, de là où vous êtes, l'émergence de stratégies plus idéologiques ou politiques chez certains acteurs du mécénat? Quels sont les leviers de puissance publique qui sont mobilisables, s'ils existent, à construire, s'ils n'existent pas, pour travailler de façon plus approfondie sur la transparence des financements? Comment faisons-nous pour améliorer cette transparence au sein du mécénat culturel privé? Merci à vous pour vos réponses. Donc vous avez la parole. Madame Boniface. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de nous auditionner dans le cadre de cette commission d'enquête. Nous intervenons ici avec Léa Morgan, chef de la mission du mécénat, placée au sein de ma sous-direction en tant que représentante du secrétariat général du ministère de la Culture. Je vous propose de dresser dans un premier temps un rapide panorama du cadre en vigueur et du paysage du mécénat culturel en France. Je rappelle d'abord ce qu'est le mécénat au titre de la doctrine fiscale, à savoir le soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. En France, le mécénat des entreprises par rapport aux autres pays est relativement récent et le ministère de la Culture a joué un rôle de premier plan dans son développement, en particulier avec la loi dite Aillagon du 1er août 2003, qui porte le nom du ministre de la Culture qui l'a défendu. C'est un texte qui contient des dispositions fiscales qui ont été à l'origine d'un développement sans précédent de la générosité des entreprises et des particuliers en faveur d'organismes et de projets d'intérêt général. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'entre 2003 et 2023, le nombre de mécènes individuels, donc là dans l'ensemble des domaines d'intérêt général et pas seulement la culture, a été multiplié par 3, passant de 1,3 à 5,4 millions. Et le nombre d'entreprises mécènes, depuis le vote de cette loi, a été multiplié de son côté par 23, puisqu'on est passé de 6500 entreprises qui font du mécénat à 150 000 aujourd'hui. Ce soutien public au mécénat, il ne prend pas seulement la forme de l'incitation fiscale, il est aussi lié à la possibilité de recourir à des organismes intermédiaires, ce que les entreprises et les philanthropes individuels font de plus en plus. Ce sont des véhicules philanthropiques qui peuvent revêtir différentes natures et qui permettent notamment que des dotations financières soient irrévocablement affectées à des projets d'intérêt général, alors que quand vous êtes en régie directe, le soutien de l'entreprise peut s'arrêter du jour au lendemain pour le suivi du projet. Le nombre de fonds et de fonds de dotation a aussi connu une forte augmentation. Il a été multiplié par près de 4 depuis 2001. Aujourd'hui, en France, on dénombre dans le seul domaine culturel près de 450 fondations et au total 3000 fonds de dotation. Et 21% de ces fonds soutiennent les arts et la culture. 3000 fondations dont 21% soutiennent les arts et la culture. Et des fonds de dotation, oui, c'est ça. Pardon, les fondations, c'est 450. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises mécènes, elles vont soutenir en priorité des causes de solidarité. La culture est désormais plutôt en deuxième position. Et où va le soutien des mécènes de la culture? Il va d'abord à la musique, il va ensuite aux arts visuels et enfin au théâtre, dans le podium des 3 premières causes de soutien. Et la culture, elle est souvent et de plus en plus également soutenue dans le cadre de ce qu'on appelle des mécénats croisés, c'est-à-dire des mécénats qui vont associer au moins un autre domaine d'intérêt général sur un même projet. Donc, par exemple, vous soutenez la rénovation d'un monument historique en favorisant la formation d'apprentis, donc vous soutenez à la fois un volet culturel ou un volet social, ou vous soutenez la réalisation de performances artistiques dans des foyers, par exemple, de femmes victimes de violences conjugales, donc vous soutenez aussi 2 volets d'intérêt général. Pour les organismes culturels, le mécénat, en tout cas, s'est rapidement imposé comme une source de financement clé, puisqu'il contribue notamment à financer d'importants investissements ou projets. Dans une période, vous avez mentionné l'importance du patrimoine pour notre ministère, où évidemment le ministère fait face à d'importants besoins de rénovation, de réhabilitation et d'entretien de son patrimoine. Pour autant, et c'est important de le souligner, le mécénat ne remplace pas l'action publique, même dans un contexte de baisse des dotations publiques, il agit toujours en complément de l'action publique. Par exemple, un mécène ne dicte jamais une programmation culturelle, mais il peut financer des innovations, par exemple des mises en accessibilité
d'exposition, sans avoir soutenu le thème de l'exposition, ou l'organisation de performances artistiques en milieu hospitalier ou carcéral, sans avoir mis en œuvre ce programme artistique en tant que tel. Par ailleurs, il faut aussi souligner que les mécènes se concentrent souvent sur des actions plus visibles, alors que nos opérateurs font aussi face à des besoins d'entretien lourds, des réfections de toiture, par exemple, des changements de système de désenfumage, des améliorations thermiques pour lesquelles le soutien public est indispensable et reste indispensable. Au total, le mécénat il représente aujourd'hui environ 4% des recettes des opérateurs du ministère de la Culture et 11% de leurs ressources propres. Ce sont évidemment des ordres de grandeur qui varient en fonction de la taille et de la notoriété de l'établissement. Nous avons plus de 80 établissements sous tutelle au ministère de la Culture. Il y en a au moins 2 aujourd'hui qui collectent régulièrement, chaque année, plus de 10 millions de mécénats. Ce sont le Musée du Louvre et l'Opéra national de Paris. J'en viens dans un second temps au cadre d'action dans ce paysage de la mission du mécénat du ministère de la Culture. C'est une équipe de 2 personnes, donc qui compense sa faible taille par son dynamisme, qui a été créée en 2003 au moment du vote de la loi Aillagon et qui remplit 3 missions. La première, c'est la diffusion et la promotion du dispositif du mécénat culturel. Nous avons un site internet dédié, nous organisons des événements ouverts au public sur le mécénat culturel, alloués à une politique publique ou une cause culturelle en particulier. Mais aussi, et ça c'est très important, nous œuvrons en faveur du développement du mécénat culturel de proximité par le biais de protocoles et de pôles régionaux de mécénat, puisque le mécénat culturel, c'est devenu un véritable moteur de l'attractivité territoriale. Aujourd'hui, les TPE et les PME, elles contribuent au tiers du budget global du mécénat culturel. C'est 10 points de plus qu'en 2018. Et près de la moitié des entreprises mécènes de la culture considèrent que l'attractivité du territoire est la motivation principale de leur engagement en faveur du mécénat. Donc, contrairement à une idée parfois reçue, le mécénat culturel, ce n'est pas l'apanage des grandes entreprises qui financeraient de grandes institutions parisiennes. Et d'ailleurs, près de 93% des mécènes de la culture, que ce soit des entreprises ou des particuliers, sont basés en région. Aujourd'hui, la deuxième mission de l'équipe, c'est aussi l'accompagnement des acteurs du mécénat, mais aussi de nos propres équipes du ministère, à la fois dans les directions centrales et régionales des affaires culturelles et dans les établissements publics sous tutelle. Donc cet accompagnement, il implique à la fois d'animer un réseau de correspondants, notamment dans nos directions régionales des affaires culturelles sur l'ensemble du territoire, mais aussi de contribuer à sécuriser et à harmoniser les pratiques de mécénat par l'accompagnement de projets, en lien souvent d'ailleurs avec la mission du contrôle interne et de la maîtrise des risques du ministère, mais aussi les propres équipes en charge de la maîtrise des risques, par exemple des opérateurs, et la mise à disposition de modèles de convention ainsi que la promotion de notre charte de mécénat culturel. Donc on offre aussi un cadre déontologique à ces actions. Cette charte, elle est annexée à nos conventions de mécénat et elle sert de base pour l'établissement de référentiels internes de nos opérateurs. Pour ne citer que quelques-uns des plus importants opérateurs en termes de mécénat, le Musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France, le Musée d'Orsay ou encore Universcience sont dotés de chartes éthiques du mécénat. Ce ne sont bien sûr pas les seuls. Enfin, troisième mission, le suivi des évolutions législatives et la production de données chiffrées sur le mécénat, donc à la fois le mécénat de nos opérateurs et le mécénat culturel en général. C'est cette mission qui justifie d'ailleurs le rattachement de l'équipe de la mission du mécénat à la sous-direction des affaires financières. Ce cadre juridique du mécénat, il est vivant. Il a d'ailleurs beaucoup évolué ces dernières années, surtout depuis 2019, qui a vu l'encadrement du mécénat de compétences avec 2 lois de finances successives, la généralisation des obligations déclaratives et la baisse de la réduction d'impôt pour les dons supérieurs à 2 millions d'euros. Si nous pouvons retracer les chroniques du mécénat de nos opérateurs avec leur liasse financière, l'évaluation plus générale de la dépense fiscale relative au mécénat culturel demeure complexe. En particulier, vous le savez, parce qu'elle n'est pas sectorisée, cette dépense fiscale. Donc il est dur de relier en fait, la dépense fiscale qui est vraiment directement affectée au mécénat culturel. Et par ailleurs, la dépense fiscale qui est relative au mécénat des particuliers et des entreprises, elle est rattachée en termes budgétaires à la mission sport, jeunesse et vie associative et pas à la mission culture. Ça ne nous empêche pas de mener un important travail d'évaluation de nos dépenses fiscales, qu'elles soient d'ailleurs en faveur du mécénat, puisque nous en avons d'autres au ministère de la Culture. On le fait en lien avec la mission fiscalité du ministère et avec son département des études et de la statistique qui dispose d'une convention avec la DGFiP. Donc cette mission, vous le comprenez, c'est un pôle d'appui
et d'expertise. En revanche, elle ne dispose pas, c'est important de le souligner, de pouvoir de contrôle et d'agrément à proprement parler. C'est un pouvoir qui est réservé aux directions des affaires juridiques des ministères de l'Intérieur et des Finances, par exemple, pour vérifier la conformité des statuts des fonds de dotation qui sont déposés en préfecture. De son côté, le système de traçabilité des flux financiers des véhicules ou des projets philanthropiques s'inscrit dans le cadre plus général de la lutte contre le blanchiment d'argent qui est prévu par le Code monétaire et financier. Donc, il repose sur un réseau d'acteurs dédiés, que ce soit les professionnels déclarants, les cellules de renseignement financier chez Tracfin ou les autorités administratives de contrôle et judiciaire. Par ailleurs, vous le savez, le secteur de la générosité publique est soumis au contrôle de la Cour des comptes depuis 1991. Donc ce volet de transparence qui est au cœur de vos travaux, je l'ai bien compris, et qui inclut aussi l'aval, c'est-à-dire la transparence dans la provenance des fonds. Il y a aussi un volet sur la transparence dans l'utilisation de ces fonds pour s'assurer que la confiance des donateurs est respectée. Et donc ce cadre, à la fois par les autorités de contrôle et par les juridictions financières, permet d'aborder ces deux volets. Mais encore une fois, ce n'est pas le métier, en tout cas l'action de notre mission du mécénat, même si elle peut être sollicitée pour produire des données ou venir en appui d'évaluation. Merci beaucoup pour votre écoute. On est à disposition pour répondre à vos questions et nous vous ferons bien sûr parvenir des éléments écrits également en réponse au questionnaire qui nous a été transmis. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci. Peut-être une question complémentaire. J'ai bien compris, y compris l'effectif qui n'est pas totalement pléthorique de la mission mécénat ne permettrait pas ces opérations de contrôle. Pour autant, prenons un exemple. Un nouvel entrant dans le champ du mécénat culturel se crée. Je ne parle pas assez fort, c'est ça, pardon, je vous présente toutes mes excuses. Un nouvel entrant se crée dans le champ du mécénat culturel et se propose d'être mécène d'une institution dépendante du ministère de la Culture. Est-ce que la mission mécénat et la direction des affaires financières et générales du ministère de la Culture a un droit de regard, un droit d'avis et d'évaluation, et du coup, sur la base de quels éléments sont produits éventuellement ces avis et ou recommandations? Merci beaucoup. Alors pour répondre très clairement à votre question, nous n'avons pas de droit de regard à proprement parler. Dans les faits, ce qui se passe, puisque la mission du mécénat, elle travaille en coopération étroite avec un réseau de correspondants mécénat dans les établissements, nous sommes très souvent saisis et ça fait partie des recommandations qu'on donne à tous les établissements, puisqu'on produit aussi des notes, des vadémécum pour animer cette démarche en leur demandant d'associer systématiquement la mission du mécénat du ministère de la Culture. Donc la mission du mécénat va être saisie, va être en mesure de regarder ce nouvel entrant hypothétique que vous mentionnez. On peut avoir dans certains cas, par exemple si ce nouvel entrant est étranger, à saisir notre service des affaires internationales pour vérifier en lien avec le ministère des Affaires étrangères s'il y a des sujets d'honorabilité du mécène. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire dans le cadre de nos relations de travail on regarde. Ensuite, en fonction des dons et de la nature et surtout du montant du soutien qui va être apporté, de toute façon ce seraient des éléments qui seraient étudiés dans les organes de gouvernance de ces opérateurs sous tutelle. Donc très concrètement, ça passerait en conseil d'administration. Nous sommes présents au conseil d'administration. Alors c'est pas la mission du mécénat qui siège, mais elle aide à préparer les éléments. Le secrétaire général est représenté dans la plupart des conseils d'administration des opérateurs sous tutelle. Et sinon, ce sont les directions dites métiers, donc par exemple de la création artistique ou du patrimoine, qui siégeraient et qui donc seraient alertés le cas échéant sur ce point. Donc, je donne la parole à mes collègues. Donc, Étienne Blanc a demandé la parole. Et après, Karine Daniel. Merci, Madame la Présidente. Et nous sommes réunis, en fait, pour examiner précisément une question qui est celle de la transparence. Est-ce que vous pouvez nous dire si, selon vous, les dispositifs actuels sont suffisants? Est-ce que la notion de transparence, est-ce que les procédures sont suffisamment clairs? Et puis, deuxième question, vu les effectifs dont vous disposez, est-ce que le contrôle de cette transparence, selon vous, peut être assuré?
Et est-ce que pour bien l'assurer, vous n'êtes pas obligé parfois de vous appuyer sur d'autres services que les vôtres qui peuvent vous apporter leur concours? Karine Daniel. Oui, pour compléter la question d'Étienne Blanc, comment est-ce que vous êtes en relation avec notamment le ministère des Finances en cas de suspicion, en cas de problème ou en cas de nécessité de contrôle? Est-ce que le contrôle se différencie quand on a affaire à des opérateurs nationaux ou internationaux, puisqu'on a notamment des sujets de fondation qui ont un caractère transnational et qui peuvent mobiliser des fonds à l'étranger? Donc, première question. Et puis, deuxième question sur les entreprises qui sont susceptibles de financer des projets. Est-ce que vous avez accès au contrat qui lie l'opérateur et l'entreprise, et est-ce que vous voyez arriver ou se renforcer des clauses limitant l'action culturelle qui sont demandées par des entreprises et plus précisément, est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels vous avez des alertes particulières? Vous pouvez répondre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour vos questions. Monsieur Blanc, vous nous interrogez sur les dispositifs de transparence mis en place. Alors, effectivement, nos effectifs sont réduits. Donc, encore une fois, le but de la mission du mécénat, c'est vraiment d'être dans une approche qui est de métier, qui est de promouvoir le mécénat culturel, de le faire connaître et de donner des impulsions. Donc, on n'est pas dans une optique de contrôle. En revanche, ce qu'on regarde évidemment de près, c'est le suivi aussi des dispositions fiscales, parce que la mission du mécénat travaille très étroitement avec la mission fiscalité du ministère de la Culture, qui est aussi dans ma sous-direction. Donc il y a un certain nombre d'obligations qui découlent aussi de ces dispositifs fiscaux. Il y a des obligations aussi qui sont pour les bénéficiaires de ces dons, qui est quelque chose qu'on regarde avec l'obligation annuelle notamment de publication, de certification des comptes pour les organismes qui reçoivent au-delà d'une certaine limite de dons, pour les structures qui sont reconnues d'utilité publique ou pour les associations qui reçoivent aussi un certain montant de subventions publiques. Il y a des obligations de déclaration pour des organismes qui font appel à la générosité du public, lesquels sont aussi, je l'ai rappelé, soumis au contrôle des juridictions financières. Donc on s'inscrit aussi dans ce cadre d'ensemble pour regarder la transparence. Ensuite, on est amené évidemment régulièrement à travailler avec d'autres services, à la fois au sein du ministère de la Culture, puisqu'on peut avoir des services métiers qui vont mieux connaître telle et telle politique publique, tel et tel acteur intervenant dans ce champ culturel, donc sur lesquels on s'appuie. On s'appuie bien sûr sur notre service juridique, qui est aussi au sein du secrétariat général et qui a la compétence sur le volet notamment européen et international, donc qui peut aussi demander soit l'appui du MEAE sur certaines questions, soit l'appui de nos correspondants dans des ambassades quand on doit faire justement le lien avec un mécène qui vient d'un autre pays pour raccrocher des informations. Donc ce cadre d'ensemble, il est nécessaire. C'est-à-dire on travaille forcément en réseau et en lien avec des services qui ont différentes compétences pour assurer ce suivi d'ensemble et cette notion de transparence. Encore une fois, il y a beaucoup de suivi de dossiers qui se font au sein des instances de gouvernance de nos opérateurs culturels. Donc, ils partagent à cette occasion des documents avec nous sur lesquels la tutelle est amenée à se prononcer. Vous avez, Madame Daniel, posé la question de nos relations avec le ministère des Finances. Ça fait aussi le lien avec la tutelle, puisque c'est un ministère qui est aussi représenté dans les instances de gouvernance des opérateurs culturels. Il y a généralement la direction du budget qui va être tutelle de la plupart de nos opérateurs, parfois également la direction générale du Trésor, et il y a toujours le contrôle budgétaire, donc soit le CBCM, le contrôleur budgétaire à compta ministériel, soit le CGFI, le contrôle général et financier. Donc de toute façon, il y a un regard du ministère des Finances sur la tutelle de ces opérateurs. Donc eux aussi, ils portent la parole de ce ministère quand des sujets de mécénat sont amenés à être examinés à l'occasion de ces conseils d'administration des opérateurs. On a des liens avec eux aussi dans le cadre de l'animation de la réflexion
qu'il mène sur les sujets de fondation, de fonds de dotation, de présence de l'État dans ces véhicules philanthropiques, d'évolution de la réglementation. Il y a des événements et des colloques de réflexion, par exemple, qui sont organisés, qui rassemblent les services de l'État compétents sur ce sujet. Il y en a eu un il y a quelques mois auquel Léa a participé. Et on suit aussi les évolutions, par exemple, de la réglementation qui peuvent être portées plutôt, cette fois-ci, par la direction juridique, la DLPAJ du ministère de l'Intérieur. Donc là, on est amené à se prononcer sur des textes, à être associé aux différentes réunions de travail. Sur les clauses, et ça rejoint aussi une question qui a été posée par Madame la rapporteure sur les opérations de contrôle. J'ai oublié de mentionner le fait qu'il existe beaucoup de comités d'éthique dans certaines structures privées, évidemment, qui mécènent la culture, mais aussi dans nos opérateurs ou des missions de maîtrise des risques qui vont regarder ces éléments. Donc c'est quelque chose toutes ces clauses éthiques vont être passées au tamis de ces différentes comitologies. On est très attentifs, nous, quand on reçoit ce type de contrat ou de protocole, à regarder ce qui serait susceptible de limiter l'action culturelle, la liberté de création, la liberté artistique de l'établissement, puisque comme je l'ai dit en introduction, pour nous, c'est vraiment la ligne rouge du mécénat, c'est-à-dire que cette liberté de programmation, cette liberté de création artistique soit vraiment à la main de l'établissement et ne puisse en aucun cas être à celle du mécène qui vient apporter un complément, qui vient apporter de la visibilité, de nouveaux moyens, mais pas se mettre en substitution de cette action. Je ne sais pas, Léa, si tu souhaitais compléter sur ces points. Oui, pardon. Peut-être compléter pour vous indiquer peut-être la complexité aussi de cet univers du mécénat qui contient à la fois un volet juridique avec plusieurs à la fois aussi réglementations, lois qui ne font pas partie des mêmes codes et un volet fiscal qui fait que de facto en fait il y a des autorités administratives compétentes dans différents ministères et qui peuvent être disparates en fonction des sujets. Donc en fait évidemment que nous, au niveau du ministère, on prend toutes les précautions d'usage, que quand il y a des doutes légitimes, on saisit évidemment nos collègues dans les autres ministères qui s'occupent en fonction des sujets, parce qu'il y a différentes portes d'entrée, comme vous l'aurez compris, entre le MAE Bercy ou le ministère de l'Intérieur. De la même manière qu'il y a aussi une complexité sur la notion, peut-être que vous l'évoquerez, d'intérêt général, qui a un sens différent au sens fiscal de ce qu'il peut avoir au sens du droit public. Pour autant, c'est vrai qu'il n'existe pas à l'heure actuelle d'instance unique au niveau de l'État sur ces questions-là. C'est d'ailleurs un point qui a été soulevé dans un rapport parlementaire de 2019, le rapport sur la philanthropie à la française des députés Sarah El Haïry et Naïma Mouchou, qui préconisait la création peut-être d'une instance interministérielle pour évoquer ces sujets, pour peut-être avoir des coordinations, de meilleures coordinations. Il y a également tout un travail qui est fait à l'heure actuelle par le ministère de l'Intérieur, d'une plateforme pour dématérialiser aussi toutes les données de transmission, notamment des statuts, pour avoir plus de données aussi à niveau État sur les sujets de fonds et fondations. Voilà, pour compléter. Monsieur Alexandre Basquin. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup. De manière très concrète, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé ou avez été alerté ou retrouvé dans une situation où un mécène prend le chemin d'un donneur d'ordre ou d'une tutelle à tel point qu'il influence la programmation culturelle ou la liberté de création? Est-ce que, puisqu'on vient de l'évoquer justement, est-ce que vous avez été soumise à des cas extrêmement concrets? Non, écoutez, pas à ma connaissance, mais on est vraiment très attentif à ces sujets. Il peut y avoir des opérateurs qui, par l'ampleur de leur programmation, leur notoriété, sont plus susceptibles que d'autres d'attirer des mécènes et qui auraient vocation à vouloir s'immiscer dans la programmation. Ce n'est pas du tout ce qu'on observe. On a vraiment des mécènes qui sont aussi en soutien de la vie de nos opérateurs, qui sont en soutien du développement de leurs œuvres, qui interviennent en complémentarité de l'action publique. Donc ce n'est pas quelque chose du point de vue, en tout cas du ministère de la Culture, qu'on observe à ce stade pour les mécènes de la culture. Merci. Peut-être deux questions complémentaires dans le prolongement de ce que vous nous avez dit. D'abord,
Y a-t-il eu, à votre connaissance, des évolutions ou à minima un travail engagé sur la base des recommandations du rapport Mouchou-El-Airi, et vous faisiez état d'une de ces recommandations à minima d'une instance interministérielle. Est-ce que vous avez, dans le cadre des échanges que vous devez avoir avec des interlocuteurs européens, et ou d'ailleurs plus loin qu'en Europe, est-ce que vous avez des exemples de pratiques étrangères où dont la réglementation pourrait s'inspirer si nous restons toujours sur notre fil rouge de la transparence? Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je laisserai Léa compléter sur ce point. Sur la première question de la recommandation d'une instance ministérielle, donc effectivement, elle n'a pas été mise en place à ce jour. Ce qu'on observe, c'est que, je l'ai rappelé, le ministère de la Culture a été très moteur dans le développement de cette pratique du mécénat des entreprises. Donc, il était beaucoup en position d'animation de cette doctrine à l'époque où le mécénat des entreprises était très porté sur la sphère culturelle. Il est aujourd'hui beaucoup axé aussi sur les enjeux de vie associative, de solidarité. Donc il y a eu plutôt une montée en puissance du secrétariat d'État en charge de la vie associative sur ces sujets qui à un moment étaient plutôt en animation de la démarche sans que ce soit forcément officialisé dans les textes ou la création d'une instance. Donc en tout cas à ce stade on travaille vraiment plutôt en interministériel sur ces différents sujets. Et votre deuxième question portait, excusez-moi, sur les exemples d'autres organisations européens ou étrangers qui pourraient être inspirants en la matière. Alors, on a des modèles en fait philanthropiques qui sont très différents d'un État à l'autre. D'ailleurs, la France est plutôt en retrait par rapport à d'autres pays européens quand on regarde en termes de montant moyen de dons, de nombre de fonds et de fonds de dotation. On pourra vous fournir un certain nombre de données chiffrées sur ces sujets. Donc, c'est assez difficile de comparer en fait les différents modèles. À ce stade, nous n'avons pas d'exemple d'un autre pays où le sujet aussi de cette animation interministérielle reviendrait ni aurait été mis en œuvre de façon très concrète. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau européen, beaucoup de dispositifs ont été mis en place, par contre, pour garantir un cadre commun de transparence, ce qui repose beaucoup aussi sur les obligations déclaratives, sur les obligations comptables et sur des référentiels communs avec des codes de bonne pratique qui ont pu être mis en place et qui peuvent inspirer certaines fondations, notamment. Voilà. Je ne sais pas, Léa, si tu souhaites compléter sur ce point, mais à ce stade, les éléments qu'on peut vous partager. Oui, pardon. Peut-être sur la globalité, sur les obligations de transparence en matière de mécénat sur les autres pays européens, peut-être. Après, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails des réglementations des différents pays, mais savoir en fait c'est plus ou moins similaire en fait à ce que fait la France avec. Ce sont souvent des obligations de déclaration à l'administration ou des obligations comptables ou de transmission de rapports d'activité. Ce sont juste les variations en fait, elles se trouvent juste dans les modalités d'application plutôt que sur les grands principes. Après, ce qui va être aussi compliqué l'interrogation sur cette question de la transparence, c'est d'une part ce qui relève entre guillemets de la loi et d'autre part ce qui relève de l'éthique. Qui peut être un peu plus compliqué à cadrer aussi parce que le risque zéro n'existe jamais. C'est comme par exemple dans les conflits d'intérêts, c'est pas forcément grave du moment qu'on prend les précautions nécessaires dans ce genre de situation à identifier. Et peut-être sur le rapport que vous avez mentionné, le rapport parlementaire, peut-être une des mesures qui était intéressante et qui n'a pas été mise en œuvre à l'heure actuelle, peut-être la simplification aussi des statuts juridiques qui concernent les fonds et fondations. Faut savoir que en France actuellement, il y a quand même 8 statuts distincts. Parce que il y a la fondation reconnue d'utilité publique et la fondation Rennes. Vous avez fondation abritée que vous avez pu évoquer ce matin avec la fondation de France, mais vous avez les fondations d'entreprise. Le fonds de dotation, ça ce sont les fondations généralistes, mais il y a aussi des statuts très spécifiques, coopération scientifique, fondation partenariale, fondation universitaire, qui créent une multitude de régimes de fondations qui sont peut-être plus si nécessaire à l'heure actuelle par rapport à nos pays européens qui peuvent avoir par exemple en Allemagne que 3 statuts en fonction du type de fondateur.
Donc ça, voilà, c'était aussi une des préconisations qui avait été faite, de rationaliser à cet endroit-là les statuts. Voilà. Et avec aussi aujourd'hui des fondations qu'on appelle fondations territoriales ou fondations actionnaires qui n'ont pas de définition juridique. Voilà pour compléter. Et nous allons d'ailleurs du coup en interroger une. Oui, Étienne Blanc. Oui, merci pour ces réponses très précises. Mais peut-être pour aller un petit peu plus loin, vous êtes spécialiste de cette question du mécénat. Selon vous, quel est le risque contemporain d'évolution du mécénat? Pour être clair, l'évolution du monde, la place considérable que prennent les influenceurs, est-ce qu'on peut imaginer demain que le mécénat soit utilisé pour détourner un certain nombre de projets culturels à d'autres fins que le projet culturel lui-même? Est-ce que selon vous, ce risque existe? Clairement, c'est un peu la cause de notre commission d'enquête. Est-ce que des alertes vous ont été révélées? Est-ce que, en connaissant parfaitement ce milieu, vous imaginez que demain, il puisse y avoir un détournement de ces procédures à des fins qui ne sont pas toujours très, très louables? C'est une question très compliquée. Vous avez 5 heures. Je vais essayer de faire de mon mieux en peu de temps. Nous, cette réflexion sur l'avenir du mécénat culturel, elle est centrale parce qu'elle est très importante pour l'équilibre des financements qu'on alloue à la culture, pour leur bonne articulation avec le reste des financements qu'on a côté public, donc que ce soit les crédits budgétaires ou la dépense fiscale, qui est un levier, ou les taxes affectées, qui est aussi un levier très important pour le financement de la culture. Donc on regarde ça avec attention. Nous, les risques, ou en tout cas nos sujets de vigilance à ce stade, ils sont plutôt soit sur un effet de, excusez-moi de l'expression, mais peut-être d'éviction des mécènes en fait vers d'autres politiques publiques qui ne seraient plus, la culture. Alors on parle de chacun de notre point de vue, bien sûr, mais c'est vrai qu'on a des mécènes importants qui nous soutiennent, qui participent aussi à des actions. Enfin, je l'ai vraiment souligné, on n'est pas uniquement dans un champ où le mécénat culturel viendrait s'occuper de grands opérateurs parisiens soutenus par des grandes entreprises privées. On a aussi beaucoup de petites entreprises en région qui soutiennent des projets d'innovation culturelle, de démocratisation culturelle. Donc cet enjeu, pour nous, il est extrêmement important qu'on puisse les garder. Donc tous les efforts dans le sens d'une simplification des statuts, d'un accompagnement de ces mécènes, et c'est aussi notre rôle de voir où est le besoin et où est le levier, entre guillemets. Ça, c'est assez important de notre point de vue. Donc il y a un risque qu'on identifie aussi, qui est celui d'une image erronée du mécénat culturel, qui souffre parfois un peu justement soit d'un parisianisme excessif, soit d'une accusation que les entreprises concernées le feraient pour des considérations fiscales. On le voit aujourd'hui dans les baromètres qu'on peut être amené à mener ou à financer, que les motivations des entreprises, elles sont beaucoup sur leur ancrage territorial, elles sont sur leur marque employeur aussi. Il y a eu un baromètre de Havas qui a été publié l'an dernier qui était très intéressant, qui montrait que, par exemple, 80% des moins de 25 ans voudraient plus volontiers travailler pour une entreprise qui soutient la culture. Donc, ce qui montre aussi qu'il y a des leviers qui sont très importants pour ces mécènes de la culture. Sur les stratégies d'influence, le dévoiement de ces dispositifs, c'est pas quelque chose qu'on observe à ce stade. Nous, on est vigilants à ce que nos dispositifs restent aussi ciblés. On a un peu un rôle de gardien du temple, par exemple, quand on suit les dispositions fiscales en première partie du projet de loi de finances, à ce qu'elles restent attachées à des organismes d'intérêt général, qu'elles restent ciblées sur certaines politiques, et que justement on n'élargisse pas trop le cadre pour faire rentrer, avoir des effets de bord qui seraient négatifs justement pour ce mécénat culturel. Donc c'est important pour nous de pouvoir vraiment respecter les organismes qui peuvent bénéficier de ces réductions d'impôts, qui peuvent faire du mécénat culturel. C'est en ce sens qu'on est vigilant aussi à ce que le cadre dont on est un peu les garants aussi pour le ministère de la Culture, du mécénat culturel, reste relativement
bordé. Ça fait partie de nos outils. Ensuite, il y a un rôle aussi pour nous d'animation de la tutelle. C'est-à-dire le ministère peut faire beaucoup, mais il y a des choses qui sont à la main, évidemment, des opérateurs qui sont vigilants sur ce point, qui font face à une période difficile sur le plan des financements publics, sur le plan de leurs besoins d'investissement que j'ai mentionné. Donc là-dessus, on doit être, nous, en appui, en accompagnement. C'est aussi notre rôle de tutelle. Juste compléter d'une chose aussi, c'est que le mécénat aujourd'hui en France, il a été encadré par des lois qui permet justement de sécuriser à la fois le volet juridique et la traçabilité des fonds. C'est-à-dire que le fait d'avoir inventé un système qui permet à l'entreprise juridiquement, mais de nécessiter aussi une convention qui nous permet de voir les flux qu'il y a d'une entité à une autre, le système de reçu fiscal qui permet ensuite, quand c'est communiqué à l'administration, d'avoir une trace, rend ce cadre-là de pratique aussi sécurisant et transparent. Et selon vous, ce dispositif aujourd'hui, il est suffisant? Vous avez pointé un certain nombre de points faibles. Il y a des améliorations possibles? Il y a toujours des améliorations possibles de ce cadre. Je pense qu'il y a un objectif déjà de pédagogie qui est important. Nous, on travaille beaucoup là-dessus, à bien faire connaître les véhicules philanthropiques, accompagner nos opérateurs pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent quand ils choisissent un modèle de véhicule philanthropique en tant que tel, quelles sont les contreparties derrière, quels sont les risques associés. C'est là-dessus qu'on identifie, nous, beaucoup de marge de progrès. Ensuite, il y a toujours des simplifications, mais parfois la simplification peut nuire à l'évaluation. Enfin, si on prend le sujet de la déclaration fiscale, c'est aussi parce qu'on a pu simplifier un certain nombre de déclarations qu'aujourd'hui on n'est plus en mesure de sectoriser une dépense ou d'y attribuer un ancrage territorial. Donc on a réintroduit d'ailleurs dans la loi un certain nombre d'obligations, mais avec aujourd'hui une exploitation qui est encore parcellaire. Donc pour moi, l'effort il est aussi beaucoup sur l'évaluation des dispositifs existants. Oui. On se situe, pour compléter quand même et un peu préciser, on voit bien que pour le donateur et l'usage de ces fonds, tout ça, c'est quand même regardé, quoi. Mais par contre, la protection de ceux qui sont les bénéficiaires de l'action publique, de l'action d'intérêt général, autrement dit l'expression finalement républicaine de l'action publique, quels moyens on a pour protéger et s'assurer, à contrario, qu'il n'y a pas, via une influence financière, par exemple, la volonté de la dévoyer ou de changer les choses. En fait, ça marche dans les deux sens, cette histoire de transparence. Et on voit bien que le besoin d'argent public, d'argent privé qui accompagne les politiques publiques a fait qu'on a quand même sécurisé le mécanisme de mécénat, très clairement, on voit bien. Mais pour le coup... le fait que ça prenne une part de plus en plus importante dans le financement des politiques publiques doit aussi apporter la mise en place de moyens de contrôle de l'impact des politiques. Oui, absolument, c'est quelque chose auquel on est très vigilant à ce point. Il y a aussi un enjeu, je pense, de pédagogie et d'information du citoyen sur comment est financée une institution culturelle qu'il visite ou un programme culturel auquel il assiste. D'ailleurs, c'est normal, souvent quand on visite un musée, on ne sait pas toujours est-ce que c'est un musée national, est-ce que c'est un musée local, d'où viennent les fonds, qui le finance, etc. Donc cet enjeu pour nous d'arriver à dire là ça a été financé par tant de fonds publics, puis le mécénat a permis de développer cette aile du bâtiment ou de renforcer cette partie immersive par exemple de l'exposition, il est essentiel. Donc il y a un enjeu qui est de protection de l'information du citoyen. Comme vous le dites, on est attentif aussi à ce que la marque, entre guillemets, État ne soit pas dévoyée, c'est-à-dire quelque chose qui ne serait pas une subvention publique, ne soit pas assimilé à une subvention publique, quelque chose qui ne soit pas un label de l'État, ne soit pas assimilé à un label de l'État, quelque chose qui ne soit pas suivi par le ministère de la Culture, qui ne soit pas un opérateur du ministère de la Culture, ne soit pas assimilé à cet opérateur. Donc ça, c'est quelque chose auquel on prête une attention importante. Et quand je disais qu'on a ce rôle de gardien du temple, de vérifier justement que les évolutions législatives, notamment en première partie de loi de finances, soient bien respectées, on est attentif à ça, puisqu'il peut y avoir aussi derrière la tentation en tout cas l'engagement de certains groupes privés à vouloir faire évoluer un dispositif qui existe et
pour lequel nous, on ne verrait pas forcément l'intérêt pour nos acteurs culturels, en tout cas pour l'intégration de dispositifs de mécénat dans ce cadre. Oui, puis, et peut-être rajouter aussi, nous, une des recommandations qui est formulée par le ministère et qui est aussi suivie par ces opérateurs de plus en plus dans le mécénat, mais au même titre que ça se passe dans les entreprises, c'est de faire en sorte d'avoir une décision qui soit collégiale et qui ne soit pas la décision d'un seul. Donc ça permet aussi de lever, enfin c'est une précaution utile et ça permet de lever pas mal de sujets. Merci beaucoup, pardon, ça fait réagir parce que vous n'êtes pas la première à poser ce principe de collégialité comme étant l'un des garde-fous sur les questions de financement et de transparence. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous en dire un peu plus, soit sur l'évolution des pratiques de la part des institutions, soit sur la façon dont vous avez pu accompagner des institutions qui vous auraient sollicité sur le sujet? En tout cas, c'est un mot qui revient déjà beaucoup alors que nous ne faisons que commencer nos travaux sur le fait que la collégialité, elle permet à la transparence d'être encore plus transparente, pour dire les choses inélégamment. Cette collégialité, elle est effectivement très importante. Je pense que sur nos projets culturels, en tout cas dans le rôle de la mission du mécénat, elle s'exprime au moins à 2 niveaux. D'abord, il y a le travail interservice qu'on va faire d'analyse d'un projet. La mission du mécénat travaille jamais toute seule sur un sujet. C'est-à-dire si elle doit accompagner par exemple une opération de mécénat pour venir acquérir un trésor national, une collection, etc. Elle va le faire toujours en lien avec différentes entités du ministère et les entités de l'opérateur concerné. Donc il y a ce travail interservice en amont, voire interministériel quand le sujet s'y prête. Et on a des cas, vous nous demandiez tout à l'heure si on avait eu des précédents, par exemple, d'alerte. On peut avoir des cas où un établissement avance seul et où les statuts sont ensuite retoqués par la préfecture, etc. Donc ça, les garde-fous fonctionnent, c'est ce qu'on observe. Et ensuite, cette collégialité, elle s'exprime aussi vraiment au moment des instances de gouvernance. Quand vous passez en conseil d'administration et qu'il faut faire valider un projet de mécénat, que vous avez différents représentants de l'État autour de la table, des personnalités qualifiées, parfois des représentants du personnel, etc. Il y a vraiment ce moment de débat collégial avec toutes les instances préparatoires auparavant qui est importante. Et puis de plus en plus, alors à la fois dans le secteur de la philanthropie et aussi au ministère au niveau de ces opérateurs, sont réfléchis la question de création de comités d'éthique qui sont un petit peu plus souples à un niveau un petit peu en dessous du conseil d'administration, parce que le conseil d'administration ne voit passer les conventions qu'au-delà de certains montants. Parce qu'il y a tout cet enjeu aussi de garder quand même à la fois la souplesse d'action, le temps de la décision qui ne doit pas se rallonger non plus, et d'insérer cette collégialité par cette création de comités d'éthique où on voit être représentés différents services qui permettent en fait, alors chacun a des grilles propres dans les entreprises, les associations ou chez nous qu'il faut, en fait c'est du cas par cas, en fait chacun détermine ses grilles et à partir du moment où vous avez un certain nombre de critères qui sont cochés, où il y a un doute sur une convention, ce comité se réunit et prend une décision pour dire oui ou non, et décider de l'acceptation ou non des fonds, parce que ça c'est aussi un principe, c'est que quand il y a une proposition de don, on est aussi en capacité de dire non. Voilà. Toutes les réflexions, nous, qu'on mène pour améliorer notre cadre, on essaie toujours de les mener aussi dans un cadre collégial. Je vous donne un exemple, je l'ai cité dans mon propos introductif, une charte du mécénat culturel. On travaille à sa refonte et ça, c'est le fruit d'ateliers de travail qu'on a fait avec des mécènes, avec des établissements publics, avec nos partenaires dans les territoires avec lesquels on a des conventions. On a des protocoles, par exemple, avec les CCI, l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des notaires. Donc on se nourrit aussi de toutes ces réflexions collectives pour aboutir à des doctrines qu'on essaie de ne jamais réaliser en chambre, pour qu'elles soient le plus près possible aussi des acteurs. Si la présidente m'y autorise, je me permets une toute petite remarque avec un brin de sourire. Il se trouve que Sonia de la Provôté et moi-même siégeons en commission éducation culture au Sénat et que nous avons beaucoup travaillé sur la question du Louvre depuis la rentrée. Comment dire, le rapport de force entre l'institution culturelle qui est le Louvre
Et les services du ministère ont quand même été un peu pointés, y compris dans un rapport de l'inspection générale, comme n'étant pas totalement à égalité. Donc j'entends tout ce que vous dites et je trouve que c'est vraiment intéressant, y compris sur les process, sur la collégialité. Dans la réalité, parfois, il est arrivé qu'il n'y ait pas totalement égalité dans le rapport de force. Le travail de l'exercice de la tutelle est en amélioration permanente. Oui, et puis il faut que les conseils d'administration ne soient pas des moments, j'allais dire, techniques, voilà, qu'on passe un peu de façon verticale sur quelques heures, mais qui est vraiment un travail de fond et que ce type de sujet, par exemple, soit évoqué prioritairement et soit l'objet d'un véritable dialogue. Parce que c'était aussi un peu la conclusion de nos auditions. Moi, je voulais juste une dernière question. Il y a un guide du mécénat de la direction du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, donc qui est tout récent. Vous parlez d'un guide, d'une charte du mécénat culturel. De la part de l'Éducation nationale, je ne suis pas certaine qu'on ait entendu parler de ce type de document, mais probablement que c'est dans les tuyaux, comme on dit. Et est-ce qu'il est prévu peut-être d'avoir un guide, au moins un guide commun, enfin, je veux dire, un corpus de base commun, y compris d'ailleurs, puisqu'il y a d'autres ministères qui sont concernés, la santé, par exemple, et la recherche, etc., de façon à ce que des bonnes pratiques soient partagées d'un ministère à l'autre, visées par le ministère de l'Intérieur et par les Finances, de façon à ce que il y ait au moins un même niveau de connaissance et surtout de mécanisme d'alerte d'un ministère à l'autre. Même si les sujets sont différents, pour autant, il y a quand même des éléments communs et il y a des dangers communs. Le danger commun, c'est l'entrisme à bas bruit. Le danger commun, c'est les influences qui peuvent être étrangères comme elles peuvent être intérieures. Alors, danger ou pas, avéré ou pas, mais en tout cas, les alertes sont là dans la mesure où voilà, la part du financement privé augmente dans nos politiques publiques. Alors, pardon, la mission du mécénat, nous, on n'a pas de guide en tant que tel, on a un site internet qui est hébergé sur le site du ministère où justement il y a du contenu, c'est là où vous pouvez trouver des modèles de conventions qui ont été bordés, qui sont disponibles en fait du grand public pour sécuriser en fait ces pratiques. Vous avez des articles didactiques et des articles plutôt d'actualité sur les pratiques. On a notre outil principal qui est une sorte de guide qui est la charte du mécénat culturel qui a fait l'objet d'un travail commun dès le départ et qui est relu par Bercy jusque-là. Et là, donc, comme Justine mentionnait aussi le travail de refonte, il est prévu aussi que ce soit relu par les autres ministères. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de guide en soi commun. Par contre, on associe les différents ministères dans les différents travaux. Vous mentionnez par exemple le guide de l'AFA, qui a produit un guide sur la sécurisation des pratiques mécénat. Le ministère de la Culture, la JEBVA, ont fait partie de ce groupe-là. Donc, selon les entrées, il y a quand même un travail collectif qui est mené. Et peut-être aussi, vous mentionnez, alors là, c'est plutôt quelque chose qui vient du secteur dans son ensemble, mais auquel le ministère et la mission a pu être associés. C'est le code du mécénat, qui était aussi une des préconisations du rapport parlementaire Mouchou et Lahiri, qui avait vocation, en fait, à regrouper dans un même document l'ensemble des textes de loi concernant le mécénat, et ce code a été publié en 2022 et on travaille en ce moment à sa deuxième version. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses et cet échange assez complet. Donc, il y a un questionnaire qui vous est parvenu et donc on attend des réponses par écrit également en complément en fait de cet échange que nous avons eu, puisque c'est toujours un peu différent entre les questions orales et les questions écrites. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On vous fait partir ces éléments par article. Oui, ainsi qu'on me suggère dans mon oreillette, ainsi que les données chiffrées que vous voudrez bien nous faire parvenir, parce que vous avez
énoncer un certain nombre de chiffres qui sont très intéressants en fait sur la répartition, la typologie des mécènes, etc., qui sont utiles pour nous. Parce que quand on voit que un des objectifs, c'est de développer le mécénat dans tous les territoires, pour le coup, il peut y avoir plein de plus petits mécènes, mais il peut y avoir un gros mécène qui se répartit en plein de petits mécènes. Et ça fait aussi un deuxième effet à surveiller. Oui, allez-y. C'est pas si ça vous fait réagir. Non, mais j'avais pas lancé sur ça parce que là je peux passer l'après-midi, mais il y a des, enfin non, mais justement il y a aussi des beaux exemples parce qu'on parle souvent des grandes entreprises en culture, mais typiquement en Pays de la Loire, la Fondation Mécène et Loire, qui est une fondation d'entreprise qui regroupe une quinzaine de PME du territoire, qui a fait 4 programmes d'action pluriannuels. Et là, si on compte depuis le démarrage, ils ont quand même en flux, ça fait 2 millions d'euros qui ont été injectés en faveur d'opérations culturelles. Sur le territoire, vous avez une initiative de la même sorte à l'Est Mécénat, par exemple, qui a un fonds de dotation. Il y a de plus en plus dans les... Parce que voilà, il y a des risques, mais il y a aussi des tendances positives dans le mécénat. Il y a des collectifs, en fait, de PME qui créent aussi des fondations et qui sont très actives et créent de très belles histoires sur le mécénat. Oui, mais c'est le biais de la commission d'enquête d'aborder ça sous l'angle des risques. Évidemment qu'on ne met pas du tout en doute le fait qu'il y ait aussi un bénéfice important et tellement important que s'il était remis en cause, on aurait des difficultés à accompagner aussi bien nos politiques publiques. Donc voilà, mais c'est les lunettes avec lesquelles nous regardons la question.